Bonjour à tous, je vais d'abord commencer par me présenter bien sûr. Je m'appelle Philippe Campignon et je suis kinésithérapeute de formation. Je me suis formé très tôt, et ça remonte quand même aux années 70, à d'autres techniques comme les techniques réflexes, mais aussi d'autres méthodes, comme la méthode de Françoise Mézières, et puis dans la foulée, le concept des chaînes musculaires et articulaires de Madame Godelieve Denis Struijff. Voilà. J'ai enseigné au sein de l'Association méziériste internationale de kinésithérapie pendant près de 20 ans, surtout la biomécanique. Et j'ai aussi enseigné au sein de l'Institut des chaînes et techniques GDS, l'ICT GDS à Bruxelles. Madame Struijff m'avait d'ailleurs nommé directeur de formation, ce que j'ai assumé pendant quelques années. Passionné d'anatomie, j'ai surtout développé l'aspect biomécanique et thérapie manuelle de ce concept, et à partir de mes diverses expériences, j'enseigne cette matière par le biais d'un centre de formation que j'ai créé il y a maintenant une trentaine d'années et qui s'appelle le Centre de formation professionnelle Campignon. Alors je vais vous parler aujourd'hui du lumbago-pelvien. La lombalgie commune concerne environ un adulte sur 3. On parle couramment de lombalgie commune par opposition aux lombalgies spécifiques qui sont liées à des maladies sous-jacentes, telles qu'une scoliose, si on peut parler d'une maladie, la spondylarthrite ankylosante, la fracture d'une vertèbre ou encore une infection localisée de la colonne vertébrale, une tumeur vertébrale ou encore une cause viscérale ou organique. Cet exposé va se concentrer sur l'aspect biomécanique, sur les lombalgies qui découlent d'un problème purement mécanique, et particulièrement ceux qui favorisent l'apparition d'un lumbago. Le concept des chaînes musculaires et articulaires développé par Madame Godelieve Denis Struijff, que j'enseigne depuis près de 40 ans, va servir de base à cet exposé. Le concept GDS s'appuie sur le fait que notre manière d'être, nos émotions, nos sentiments, s'expriment à notre insu au travers du système musculo-aponévrotique. Il s'agit là d'une véritable expression psychocorporelle dont les familles de muscles sont les outils. Celles-ci, lorsqu'elles s'activent, modifient notre gestuelle et notre posture, déséquilibrant le corps dans une direction spécifique. Alors vous avez ici l'éventail des orientations spatiales imposées au corps. Un besoin de sécurité, d'affect va amener le sujet à venir un peu en arrière, donc à se déséquilibrer vers l'arrière. À l'inverse, un besoin d'action, de maîtrise, voire de performance, va amener le sujet à se propulser vers l'avant. Un besoin d'idéal, un besoin d'absolu, pour des typologies qui se distinguent par une grande réceptivité, ce sera une érection vertébrale réflexe permanente. Et puis à l'inverse, une carence d'idéal pourra conduire à une démotivation, à un affaissement où le sujet se trouve dans une position ondulante. Voilà. Alors, comment se constitue une chaîne musculaire ? Pour nous, il y a deux stades. Il y a un premier stade dit du langage parlé et un deuxième stade dit du langage gravé. Au stade du langage parlé, la pulsion, quelle qu'elle soit, s'exprime par l'activation d'une famille de muscles au niveau d'un pivot primaire spécifique. Il s'agit, pivot primaire, il faut entendre articulation. Et cette activation de cette famille de muscles, qui peut être constituée d'un, deux, voire trois muscles, guère plus, eh bien, va entraîner un déséquilibre spécifique. En l'occurrence, pour ce que j'ai choisi comme exemple, ce déséquilibre se fera vers l'arrière. Alors, le pivot primaire de cette pulsion qui est en rapport avec un besoin de sécurité intérieure, un besoin d'être rassuré, un besoin voire d'affect, eh bien, la tension apparaît en priorité au niveau du plexus solaire. Cette tension du plexus solaire déséquilibre le tronc vers l'arrière, ce qui oblige les genoux
à se déverrouiller, on ne peut pas parler vraiment de flexion, mais à se déverrouiller pour conserver l'équilibre. Et puis très vite, le corps va être obligé de se suspendre aux muscles les mieux positionnés pour freiner ce déséquilibre, et en l'occurrence ici, ce sont les muscles antérieurs. Voilà. Alors en principe, quand tout se passe bien, je peux exprimer dans mon corps ce besoin d'être entendu, d'être aimé, pourquoi pas, et m'en débarrasser aussi vite et récupérer l'équilibre que j'avais perdu au moment où j'étais entré en relation avec les autres. Mais il y a des fois où malheureusement tout cela va devenir permanent. Alors, si la pulsion s'exprime de façon excessive et de façon prolongée dans le temps, le corps va être contraint de se suspendre à un nombre de plus en plus important de muscles pour compenser le déséquilibre. Les muscles les mieux placés pour freiner le déséquilibre vont être recrutés grâce au réseau facial, les fascias qui relient les muscles les uns aux autres, et évidemment par le réflexe myotatique ou réflexe postural de Sherrington, jusqu'à constituer de véritables chaînes de tension myofaciale. Une fois constituées, ces dernières vont marquer le corps d'empreintes spécifiques, susceptibles d'installer un terrain prédisposant à des dysfonctions et des pathologies spécifiques elles aussi. Nous parlons alors de langage gravé du corps. Donc le langage parlé, c'est un mode d'expression, c'est quelque chose qui respecte la physiologie et l'adaptabilité du sujet. Le langage gravé, là je m'enferme dans une attitude et je perds mon adaptabilité. Contraints d'augmenter leur tonus de façon permanente, les muscles antérieurs en font trop et finissent par travailler en corde d'arc. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire travailler en corde d'arc. Un muscle travaille en corde d'arc lorsqu'il rapproche ses deux extrémités. Et contrairement à ce que vous avez vu sur la diapo précédente, où les muscles prenaient point fixe en bas pour me ramener en avant, ici, ces mêmes muscles vont travailler en corde d'arc. Et paradoxalement, au lieu de freiner le déséquilibre qui avait justifié leur entrée en action, tonique tout au moins, eh bien, ils vont installer et entretenir le déséquilibre. C'est le paradoxe des chaînes qui est typique des chaînes de Madame Struif. Alors, Madame Struif a défini 6 familles de muscles pour que le corps puisse s'exprimer, mais qui peuvent devenir ou générer des chaînes de tension myofaciale et à ce moment-là enchaîner le corps dans une typologie. Alors, je n'aurai pas le temps nécessaire pour entrer dans le détail de toutes ces chaînes, il me faudrait une journée entière au moins. Mais sachez toutefois que toutes ces chaînes sont doubles. Il y en a une à droite et il y en a une à gauche. Ici, vous avez la chaîne postéromédiane qui est à gauche et ici, vous avez la chaîne postéromédiane qui est à droite. Et de plus, elles n'ont pas la même activité d'un côté par rapport à l'autre. Ça va me permettre d'étayer mon propos. Alors, les chaînes qui sont ici en haut sont des chaînes qui illustrent, les voici, 1, 2, 3, 4. Ce sont des chaînes qui illustrent la personnalité, des traits de la personnalité, un comportement lié à la personnalité, alors que les deux qui sont ici en bas, les deux paires de chaînes, sont à assimiler à un comportement relationnel, soit aller vers l'autre, soit être en réserve par rapport à l'autre. Je reviendrai sur les principales caractéristiques qui m'intéressent pour mon propos aujourd'hui par la suite. Voilà. Alors les chaînes, comme je viens de le dire, qui sont doubles droite et gauche, n'ont pas le même degré d'activité. Quand je parle d'une activité, c'est une activité tonique. C'est un tonus de repos qui est augmenté, et cette activité n'est pas la même des deux côtés. Notre corps n'est donc pas symétrique. À partir du moment où nous avons des tensions toniques, surtout posturales, qui sont différentes d'un côté par rapport à l'autre, notre corps ne peut pas être symétrique. Cette asymétrie de fonctionnement semble en rapport avec la disposition viscérale, elle-même asymétrique. Cette asymétrie peut être considérée, jusqu'à un certain degré bien sûr, comme physiologique, et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Voilà. Alors, prenons l'exemple du diaphragme. Le diaphragme est asymétrique dans sa forme, mais aussi dans ses contractions. J'ai eu l'occasion par le biais d'un ami chirurgien spécialiste en pneumologie, de voir en résonance magnétique nucléaire un diaphragme qui s'activait, et force est de reconnaître que j'ai été surpris, quoi. Je le voyais comme travaillant de façon très symétrique. En fait, c'est comme s'il se tordait un peu sur lui-même, comme s'il y avait une espèce de lemniscate en son sein. Et quand on analyse la constitution de ce que l'on appelle le centre phrénique,
que d'aucuns comparent à un trèfle à 3 feuilles avec une foliole antérieure, une foliole droite et une foliole gauche, eh bien, on s'aperçoit ces folioles sont reliées entre elles par des bandelettes arciformes. En voici une, et en voici une deuxième. Et force est de constater que ces bandelettes arciformes se réunissent à droite, mais par contre sont largement séparées à gauche, puisqu'il y en a une qui va de la foliole droite à la foliole antérieure, alors que la suivante va de la foliole droite à la foliole gauche. Donc quelque part, il y a comme une ouverture de ce côté et un rassemblement de l'autre côté. Et quand on observe la respiration de bien des gens, on s'aperçoit que très souvent, il y a une expansion pulmonaire qui est plus grande à gauche qu'à droite. Par un jeu d'action-réaction, ça peut s'inverser, mais là, ce sera encore une fois trop long à expliquer. Alors, si l'on regarde en plus le diaphragme, la position en termes de hauteur de cette coupole diaphragmatique, on s'aperçoit que d'un côté, elle est beaucoup plus haute du fait de la présence du foie en dessous du diaphragme, alors que de l'autre côté, elle est plus basse à cause de la présence du péricarde. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec une dame que j'ai eu vraiment plaisir à rencontrer, qui s'appelle Madame Tardieu, qui a travaillé elle-même avec Madame Duval-Beaupère, que les kinésithérapeutes connaissent un peu mieux, et qui a beaucoup travaillé sur le bassin humain en particulier et l'évolution, au cours de l'évolution, et qui a démontré, à partir d'un logiciel qu'elles ont mis elles-mêmes, enfin c'est Madame Tardieu qui en a assuré la confection, et avec ce logiciel, elles ont mis en évidence une asymétrie qui est la même que celle que je vais proposer maintenant, et cette asymétrie représentait pas loin de 90% des gens qui avaient été observés, des bassins qui avaient été observés. Donc c'est quelque chose qu'on peut considérer comme commun à l'humanité. Voilà. Alors, on va maintenant cibler sur le bassin, qui va nous intéresser plus particulièrement, et je vais vous présenter cette asymétrie telle qu'elle se présente le plus fréquemment au niveau de ce bassin. Alors du côté gauche, eh bien, on trouve très souvent une nutation et un repli crânial de l'os iliaque, avec une épine iliaque postéro-supérieure qui sera plus basse en arrière, une aile iliaque qui est refermée, une rotation latérale du fémur et un écartement de l'ischio du côté gauche. Du côté droit, on aura une contre-nutation et un déploiement de l'os coxal, et plutôt une rotation médiale du fémur, tout au moins quand on est debout, avec une position imposée, les deux pieds parallèles à un travers de pied d'écartement. Ça change si on allonge le sujet, là aussi je pourrais l'expliquer, mais ce serait trop long. Voilà. Alors tout ça a été démontré par un de mes élèves qui avait soutenu la thèse d'un élève pour l'obtention de son diplôme de kiné en Belgique, et qui s'appelait « Contribution à l'étude morphométrique du bassin chez l'homme et la femme ». Et on avait remarqué effectivement ce déploiement à droite, ce repli à gauche, et ça avait même été comparé par rapport aux hommes et aux femmes. Voilà. Alors pour finir, on notera un resserrement de l'ischio droit, et on notera, alors là dans l'immense majorité des cas, une rotation du sacrum vers la gauche. Voilà. Alors je vais maintenant vous décrire les actions musculaires responsables et leur appartenance à certaines chaînes. Alors en ce qui concerne le côté gauche et cette nutation, eh bien, les responsables sont le moyen fessier, tout au moins les fibres les plus postérieures du moyen fessier, l'obturateur interne avec ses petits jumeaux qui l'accompagnent, jumeaux sub, jumeaux inf, ainsi que le carré fémoral, et chapeautant le tout, les fibres superficielles du grand fessier. Et tous ces muscles font partie d'une chaîne dite postéro-latérale, parce qu'elle se situe postérieurement et latéralement sur le corps. Donc nous utiliserons pour cette appellation l'abréviation postéro-latérale, ça donnera PL. Voilà. Du côté droit, on va retrouver donc cette contre-nutation dont les responsables sont les fibres antérieures des petits et moyens fessiers qui ont tendance à déployer l'iliaque et à basculer cet iliaque vers l'avant, donc en contre-nutation, et souvent associé à un grand dorsal et à un oblique interne. Pour terminer, la rotation du sacrum est généralement due à un piriforme,
et également au muscle coccygien qui, malgré le nom qu'il porte, s'insère aussi sur la dernière vertèbre sacrée, et c'est également le transverse du périnée qui va resserrer l'ischion. Alors, je vais quand même vous présenter brièvement les chaînes postérolatérales, dont l'action, je le rappelle, est prépondérante à gauche et qui favorise la nutation. Voici ces chaînes postérolatérales. Voici une posture révélatrice d'une tendance à l'extraversion, extraversion qui peut dégénérer vers une dispersion en cas d'excès. C'est un peu l'attitude du cow-boy. Et voici ce que va donner l'activation de la famille de muscles de cette chaîne postérolatérale au niveau de la coxo-fémorale. Voilà, ce sont une partie des pelvis trochanteriens qui vont nuter l'os iliaque. Voilà. Venons-en maintenant aux chaînes antérolatérales. Voici les chaînes antérolatérales qui, je le rappelle, prédominent surtout à droite. Alors là, on peut avoir une exception. Un gaucher peut développer une chaîne antérolatérale, tout au moins au niveau du membre supérieur, en haut et à gauche. J'ai vu ça aussi chez les footballeurs, puisque j'ai soigné des footballeurs professionnels, et j'ai vu des footballeurs qui se servaient beaucoup plus de tout le côté gauche et qui l'avaient même dans le membre inférieur. Mais en principe, c'est franchement rare, l'immense majorité développe une AL plutôt à droite. Alors voici une attitude, une posture qui est révélatrice d'une tendance au repli sur soi. Là, ce sont des dessins que j'ai faits à partir des patients. Et petit détail, j'aime bien le détail, regardez comment elle pousse. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui, non pas se met en réserve, mais se ferme à la communication et se protège. Et ça, c'est typique de cette attitude. Alors voilà ce que va donner le couple fibres antérieures des petits moyens fessiers, fibres iliaques du grand dorsal, qui vont contre-nuter cet os iliaque. Les chaînes antéromédianes, dont l'action est prépondérante à droite, favorisent la rotation du sacrum vers la gauche. Là, il y a une erreur. Voilà. Voici ces chaînes antéromédianes. Voici une posture révélatrice d'une tendance à l'introspection. Alors là, l'action de ces chaînes de la personnalité, dont fait partie la M, les chaînes antéromédianes, c'est une action qui se marque plutôt dans le plan sagittal, alors que tout ce qui était AL et PL, chaînes relationnelles, c'était plutôt dans les plans frontaux et horizontaux, dans le plan de l'abduction, de l'adduction et des rotations. Voilà. Et voici donc une rotation du sacrum et du coccyx vers la gauche par, alors là c'est une vue inférieure, vue par en dessous, on a coupé les fémurs pour l'occasion, et on voit ici le puborectal, on voit le coccygien et le piriforme. Il manque que le piriforme pour étayer cette rotation du sacrum vers la gauche. Voilà. Alors cette asymétrie qui concerne la majorité des humains n'est pas dérangeante tant que le sacrum demeure correctement ancré entre les os coxaux. Cette asymétrie va devenir dérangeante lorsque les chaînes postéromédianes PM horizontalisent et désencastrent le sacrum entre les os coxaux. Donc on a un bassin qui est en distorsion. Tant que le sacrum est bien ancré entre les os costaux, ça ne pose pas trop de problèmes. Et il suffit que ce sacrum bascule, et à ce moment-là, tout va flamber. Voilà. Alors ces chaînes postéromédianes, je vais vous les présenter également. Les voici. Rappelons-nous qu'elles prédominent surtout à gauche. Et là, je parle en position debout. Voici une attitude révélatrice d'un besoin d'action, de maîtrise, de performance. Ce sont des gens qui sont relativement, celui-là pas trop, propulsés vers l'avant, avec un dos plat pratiquement depuis la cassure lombosacrée jusqu'à pratiquement C4. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette attitude dite en PM, donc de chaîne postéromédiane, eh bien les paravertébraux vont travailler en corde d'arc et vont avoir tendance à basculer le sacrum vers l'avant, donc en nutation, et de basculer l'occiput vers l'arrière et de rapprocher l'un de l'autre. Voilà. Alors, voici ce que le professeur Kapenji l'a bien expliqué également. Voici l'action de cette PM qui, par le biais du tendon terminal des érecteurs du rachis, va basculer le sacrum vers l'avant. Ce sacrum est entraîné en nutation. Il est déjà en porte-à-faux naturellement, ce qui va faire qu'il va facilement se désencastrer, comme on le voit ici, d'entre les iliaques. Et les EIPS à l'arrière vont se rapprocher, ça va nous servir par la suite. Voilà. Alors le désencastrement du sacrum favorise l'aggravation de la distorsion iliaque,
elle est déjà présente sur ce dessin initial. Et voici ce que ça va donner quand les chaînes relationnelles PL et AL vont profiter de cette instabilité sacro-iliaque pour aller encore un petit peu plus loin. Sachant toutefois que la plus virulente sera la chaîne postérolatérale avec les pelvis trochantériens, le moyen fessier et même le grand fessier. Alors pratiquement tous les ligaments du corps sont doublés par des muscles ayant soit la même direction de fibre, voire dans certains cas les mêmes insertions. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de pratiquer la dissection, et ne serait-ce que par exemple au niveau du pied, tous les ligaments de la face plantaire du pied sont littéralement doublés et recouverts par tous les tendons d'insertion en pas de doigt d'un tibial postérieur. Mais depuis un certain temps, je me suis attaché à essayer de trouver toutes ces corrélations, et il y en a pour pratiquement tous les muscles du corps dans leur immense majorité. Voilà. Ces muscles subissent les mêmes contraintes que les ligaments étirés, mais contrairement à eux, ils sont contractiles. Ils ont la capacité de réagir et de résister à un étirement subi en augmentant leur tonus. Voilà. Pour cette raison, nous les avons qualifiés de ligaments actifs. Donc on peut dire que une grosse majorité de nos ligaments ont à leur disposition un bodyguard, un muscle, qui est là, qui a les mêmes insertions et qui, en se contractant, peut limiter la distension que peut subir ce ligament. Voilà. Alors, la nutation iliaque que j'ai décrite avec la chaîne postérolatérale va verrouiller l'os coxal en nutation et va le bloquer en nutation dans tous les mouvements où je fléchis ma hanche. On va le voir par la suite. Donc, quelque part, à chaque fois, il y aura tension au niveau de mes ligaments iliolombaires que l'on voit apparaître ici. Ligaments iliolombaires qui concernent les transverses de L5 et de L4 et qui rejoignent la crête iliaque en haut et en arrière. Et ces ligaments iliolombaires sont doublés par certaines fibres du carré des lombes. C'est le cas pour la fibre du ligament qui va de L4 à la crête iliaque. J'ai eu l'occasion de disséquer cette région parce que, évidemment, ça m'avait intéressé. Et je me souviens, je croyais avoir trouvé enfin le ligament après avoir découpé des muscles. Et le directeur du labo d'anatomie, c'était à Besançon, a entendu et il est venu voir, il devait avoir l'habitude, et il m'a dit « Ah non, ça n'est pas le ligament. Vous êtes encore sur le carré des lombes. Et regardez, il est fibrosé. » Et il était fibrosé du côté gauche. Vous allez voir qu'il y a des choses qui, quand même, se vérifient. Voilà. Alors, ce carré des lombes va réagir en tentant de fermer l'angle qui s'est ouvert, et il va essayer, à défaut de pouvoir ramener l'iliaque vers l'avant, il va tenter de ramener la colonne vertébrale vers l'arrière. Voilà. Alors, on va changer de plan. Dans le plan frontal, voilà ce que ce carré des lombes va donner. Il va fermer l'espace iliolombaire. Et c'est ce qui va donner la déformation dite en grosse hanche. En fait, ce n'est pas une grosse hanche. On pense souvent que c'est la hanche qui est partie par là, mais en fait, c'est le thorax qui s'est rapproché du côté gauche et qui, quelque part, a migré vers la gauche. Voilà. Le carré des lombes ne fait pas que ça. Si l'on change encore de plan et qu'on vient dans le plan horizontal des rotations, on va s'apercevoir que, voilà, donc voici la nutation iliaque, et le carré des lombes va roter les vertèbres de son côté. Et c'est pratiquement toute la colonne lombaire, au moins jusque L2, qui va progressivement être entraînée dans cette rotation, laissant apparaître une gibbosité du côté gauche, dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors, là, j'ai repris quelque chose d'un article qui avait été publié par Ziba Jeji, un laboratoire, il y a très longtemps, d'un monsieur qui s'appelait Alois Brugger, de l'Institut de physiothérapie et clinique de rhumatologie à l'université de Zurich. Et il s'agit de 2 photos prises à 3 minutes d'intervalle d'un même monsieur qui, en position debout, devait présenter des tiraillements iliolombaires à gauche et qui, au bout d'un moment, eh bien, a certainement activé son carré des lombes et a déplacé son thorax. Alors là, je vais maintenant vous montrer la photo d'un de mes patients, beaucoup plus âgé,
et avec l'âge, ça peut devenir structurel, et c'est souvent d'ailleurs qualifié de scoliose lombaire, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment une maladie scoliotique, c'est plus un phénomène mécanique qui est rentré dans la structure et qui s'est vraiment intériné dans les os, quoi. Voilà, voilà. Alors, la contre-nutation iliaque met en tension les faisceaux inférieurs du ligament sacro-iliaque postérieur. Là, ce sont d'autres ligaments qui sont concernés, hein, et le sacrum est maintenu en place par le piriforme qui a tendance à le maintenir dans une position relativement verticale du côté droit, tandis que la chaîne antérolatérale droite va emmener l'os coxal en contre-nutation. Cela va mettre en tension les faisceaux inférieurs du ligament sacro-iliaque postérieur, hein, okay, et eux aussi ont un ligament actif. Ça, en dissection, ça se vérifie très facilement. Ce sont les fibres profondes du grand fessier qui vont s'activer et ça peut donner un blocage qu'on voit souvent, c'est-à-dire quelqu'un qui subitement se ferme ici avec une grosse contracture au niveau de la fesse. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de protéger ses ligaments sacro-iliaques. Voilà. Il n'y a pas que les ligaments iliolombaires, les ligaments sacro-iliaques postérieurs qui sont étirés, il y a aussi les ligaments sacro-iliaques antérieurs. Alors, la nutation iliaque, voici, la nutation sacrée, les ligaments sacro-iliaques antérieurs vont être distendus, vont être en quelque sorte cisaillés par ce désaccord du sacrum et de l'os iliaque. Du côté droit, le déploiement de l'aile iliaque et de l'os iliaque par le petit fessier et par la aile va également distendre ces ligaments sacro-iliaques et eux aussi peuvent compter sur un ligament actif. Ce ligament actif, c'est le muscle iliaque qui s'insère carrément dessus. Hein, il s'insère vraiment sur ces ligaments, puisqu'il s'insère à la fois sur l'auricule sacré et la fosse iliaque interne. Voilà, vous le voyez ici, il est vraiment sur ce ligament. Et ce muscle iliaque a la capacité de resserrer, de refermer l'aile iliaque, ce qui peut, dans certains cas d'ailleurs, quand sa réaction a abouti, donner l'impression que le schéma dont je parlais était faux, et de voir un schéma inverse. Parce qu'on va penser qu'on a une PL à droite, ce qui en fait est le résultat d'un jeu d'action-réaction, mais au départ, il y avait quand même toujours cette asymétrie qui aurait dû rester physiologique. Voilà. Alors la réactivité du muscle iliopsoas va installer une rotation du bassin dans son ensemble. Alors, si cet iliopsoas intervient à gauche pour protéger les ligaments sacro-iliaques antérieurs qui ont été distendus par PM et PL, eh bien, cela va déborder dans le muscle psoas et cela va favoriser une rotation globale du bassin vers la droite, ce qui va fausser, encore une fois, l'analyse de cette asymétrie dont j'ai parlé au départ. On peut très bien avoir un muscle iliopsoas droit qui réagit pour protéger les ligaments qui ont subi la L, les assauts de la L et de la M, et à ce moment-là, on aura une rotation globale du pelvis vers la gauche. Tout est possible. Mais là où je veux en venir, c'est que cette distorsion pelvienne et cette réactivité des muscles que je viens de citer va avoir des répercussions sur les haubans de la colonne lombaire. Alors, idéalement, les haubans de la colonne lombaire, pour nous, ce sont les psoas en avant, avec le faisceau dit principal et le faisceau dit accessoire. Je me suis toujours demandé pourquoi on parlait d'un accessoire. Et derrière, les carrés des lombes. Les voici sur une vue du dessus. Okay, et voilà ce que ça va donner suite à cette distorsion sacro-iliaque que nous avons définie. Le carré des lombes gauche va entraîner une rotation vertébrale vers la gauche, ce qui n'est pas pour plaire au psoas gauche, qui lui aurait plutôt tendance à faire la rotation vers la droite. Donc lui, il va falloir qu'il se débrouille, et ça c'est pareil pour tous les muscles. Quand un muscle est contrarié dans un plan par un de ses antagonistes, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de changer de plan. Si tous les plans sont occupés, il va changer de point fixe. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu développer aussi. Donc ce psoas gauche, eh bien, ne parvenant pas à corriger la rotation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'associer avec le carré des lombes pour faire la translation gauche, ou l'inclinaison gauche, ou tout au moins la convexité gauche de la colonne vertébrale.
Le psoas droit, lui, va être content. Le psoas droit, lui, il va favoriser la rotation qu'avait initié le carré des lombes gauche. Et à ce moment-là, on risque d'avoir, et ça viendra dans un deuxième temps, une distension à son tour du ligament sacro-iliaque, du ligament ilio-lombaire droit, qui appellera au secours le carré des lombes droit, qui contre-nutera encore un peu plus l'iliaque en s'associant au grand dorsal. Alors, j'ai choisi d'étayer mon propos par l'étude d'un cas. Voilà. Et donc voici, alors tout d'abord, on va commencer par prendre des mesures pour mettre en évidence cette distorsion sacro-iliaque. Et on va commencer, moi je commence toujours par mettre en évidence l'éventualité d'un désencastrement du sacrum. Alors, je vais d'abord commencer par repérer les EIPS, et je vais trouver une tangente, je vais essayer de définir une tangente au bord le plus inférieur des EIPS, et là il faut avoir un pouce très large, parce que les EIPS étant arrondis, on peut se tromper de facilement 1 cm si on ne met pas vraiment le pouce dans sa totalité, comme représenté ici. Et puis ensuite, on prendra une verticale tangente au bord le plus interne, de la même façon, de ces EIPS. Voilà. Alors, en cas de désencastrement du sacrum, celles-ci seront rapprochées. Alors, nous avons sur une grande quantité de patients, essayé de trouver une valeur moyenne à laquelle on peut ajouter 1 cm si la personne est un géant et retirer 1 cm si la personne est plutôt petite. Et on a trouvé que 8 à 9 cm était une valeur sous nos latitudes relativement moyenne. Donc, dès qu'on aura en dessous de 8, et moi j'ai vu jusqu'à 5,5, mais c'était quelqu'un qui n'était effectivement pas très grand, donc on peut compter que ça aurait fait 6,5 chez quelqu'un de taille moyenne, et bien quelque part, il y a des grandes différences, alors qu'à la radio, on voit que les os ont à peu près la même taille. Voilà. Ensuite, on va repérer les angles inférieurs du sacrum. Alors ça se fera surtout en position allongée, parce qu'en position debout, c'est pratiquement impossible, les tensions fessières sont trop fortes, et trouver vraiment avec précision la localisation des angles inférolatéraux du sacrum c'est trop difficile. Voilà. Et là, pareil, on a pris l'habitude de mesurer, et on s'est aperçu que la bonne moyenne se situait entre 3 et 4 travers de doigts du patient lui-même. Donc il faut qu'il se mette lui-même la main aux fesses. Voilà. Donc 3 à 4 travers de doigts maximum. Alors, dans le cas d'un désencastrement du sacrum par nutation, eh bien évidemment, ça peut baisser et ça peut aller en dessous de 3 travers de doigts de ce patient. Voilà. Alors, on va ensuite procéder à des repères osseux et des marquages sur la peau en position debout. Donc, des repères postérieurs, ce que je viens de dire, les tangentes au bord médial et au bord inférieur des EIPS. Alors, il ne faut pas hésiter à être très large, on peut faire des traits de plus de 2 cm pour être sûr de ne pas se tromper. On se sert de l'ongle pour avoir une grande précision, et je peux vous assurer qu'à part des gens un peu trop corpulents, en général chez les gens lambda, dans la clientèle, on arrive facilement à avoir une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 ou 2 mm. Mais il faut avoir l'habitude. Au début, je sais que ça pose problème. Moi, j'en ai fait des centaines dans ma carrière, et donc maintenant, j'ai quand même un peu plus de facilité. Ensuite, on va prendre le bord inférieur et le milieu de l'épineuse de L5. Et puis un repère que je n'aime pas beaucoup parce qu'il est pas fiable. Il y a des gens qui ont les fesses bien rebondies, puis il y en a qui ont les fesses un petit peu molles, donc évidemment, ça modifie. Mais on pourra confronter aux mesures en position allongée sur les angles inférolatéraux du sacrum pour corriger une éventuelle erreur, mais on prend le sommet du pli interfessier. Pour les repères antérieurs, on va faire la même chose avec les EIAS. On va prendre une tangente au bord médial et au bord inférieur des épines iliaques antérieures et supérieures. Voilà. Alors, on va reporter ces repères sur la peau du sujet. Là, ici, c'est un fil à plomb par infrarouge. Voilà.
Et on pourra même, à la limite, réaliser un calque en collant un calque en respectant la verticale. Hein, la verticale, on la reprend et on reportera les repères pour mettre dans le dossier du sujet et après comparer au fur et à mesure des séances. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, c'est le mari d'une de mes élèves qui m'a fait ça. C'est un appareil, un cadre biométrique avec deux vitres ici, hein, qui coulissent, donc on peut les rapprocher. On met le patient à l'intérieur de ça. On a un viseur pour être sûr d'être juste en face du repère qui est sur la peau du patient. Et on reporte le repère avec un feutre sur la vitre. Ensuite, on rejoint les deux vitres. On met un calque dessus, toujours en respectant la verticale. Et on va obtenir ceci. Alors on va obtenir ce qu'on appelle le losange de Michaelis, et le trapèze de Pick. Voilà. Alors là, on voit dans le cas du sujet que j'ai pris comme modèle qu'il y a un désalignement des EIPS. Les IPS gauche est beaucoup plus basse. Et il y a un désalignement également des EIAS, les IAS droite étant beaucoup plus basses. OK ? Voilà. Losange de Michaelis, trapèze de Pick. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité de pratiquer des tests du penché en avant. Et là, on voit très très bien sur cette façon de se pencher en avant. Ici, on peut dire qu'on peut considérer que l'abdomen du sujet gêne peut-être un petit peu aussi, mais cette cassure qu'on voit ici, enfin qui n'est pas très nette d'ailleurs, signe quand même des tensions dans les chaînes postérolatérales et dans les carrés des lombes. Et si l'on le regarde de dos, alors là on a confirmation qu'il y a un côté qui reste beaucoup plus élevé que l'autre côté. Voilà. Alors on a conservé les repères que l'on avait marqués sur la peau du sujet en position debout et on va demander au sujet de se pencher en avant. Évidemment, s'il est en période aiguë, on ne va pas pouvoir le faire, donc voilà comment on va faire. On lui demande de poser les mains sur un tabouret puis de se redresser. Ça suffit pour avoir une sollicitation dans la sacro-iliaque. Hein. Donc à ce moment-là, dans cette position-là, on va repérer à nouveau les repères osseux, les mêmes repères osseux, et on va les marquer cette fois-ci en rouge. Ensuite, on va poser un calque sur la peau directement du sujet, toujours en respectant la verticale, et on va reporter les repères noirs, ceux qui avaient été pris en position debout, en bleu, et les nouveaux repères pris dans la position de flexion antérieure en rouge. Voilà, et on obtient ce calque. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ici ? Eh bien, on peut dire qu'ici, il y a quand même un décalage qui est beaucoup plus grand du côté gauche. On avait déjà ce décalage, mais il s'est amplifié. Vous voyez, ici, on a pratiquement 2,5 cm, alors qu'ici, on a 1,2 cm, 1,3 cm. Ça, pour nous, cela veut dire que, quelque part, il y a une hyper sollicitation de la sacro-iliaque de ce côté-là. Mais on va voir on peut dire que ces repères en bleu ne sont pas fiables, étant donné qu'ils ont été mis sur la peau et que la peau était étirée, mais la peau est rarement étirée à l'inverse de là où est parti le muscle, l'os. Donc quelque part, vous allez voir qu'on n'est pas loin de la vérité. Voilà. Alors, dans la méthode des chaînes, on va faire des propositions de traitement, bien sûr. Alors, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Cela peut être l'utilisation conjointe de trigger point, de points gâchette ou de points réflexes, vous appelez ça comme vous voulez, en même temps qu'on pratique un modelage articulaire sur l'os coxal. On se sert beaucoup d'isométriques tels que pratiqués en kiné comme en ostéopathie. Pareil pour le carré des lombes, hein, ce sont souvent des postures d'inhibition qui marchent très très bien. Il y a des muscles qui répondent mieux à des techniques réflexes, et d'autres qui répondent mieux à des étirements, d'autres qui au contraire nécessitent d'être stimulés, bien évidemment. On va normaliser les tensions iliaques. On va travailler l'APM, et pour travailler ces chaînes postéro-médianes, il ne faut jamais négliger les techniques de peau et assouplir la peau en regard des paravertébraux depuis le sacrum jusqu'au cou y compris, et revenir et repasser jusqu'à ce que ça s'assouplisse. C'est incroyable ce que ça facilite le travail de déblocage en profondeur par la suite. On se sert aussi des isométriques pour ces paravertébraux, ça va très vite. On peut aussi pratiquer par des mises en situation un repositionnement vertébral. Et là, vous avez une technique qui marche très très bien, c'est le réancrage du sacrum. On oppose une résistance à la rétrobascule du bassin à quatre pattes
sur les os iliaques et on laisse le sacrum se réencastrer. Il m'est arrivé de gagner pratiquement 1 cm après 3 ou 4 postures. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Alors évidemment, il faut reproduire ça. Alors ici, vous avez ce qui concerne plus l'AL, hein, le modelage ici des fibres antérieures de l'éventail fessier, l'isométrique du grand dorsal qui marche très très bien, mais il ne faut pas y aller directement, puis il faut s'assurer que l'épaule peut le supporter. Voilà. Certaines postures mésières sont très utiles, comme celle-ci, avec l'élévation d'un membre inférieur, qui permet, tout en stimulant l'autograndissement, hein, et le repousser, hein, qui stimule l'autograndissement, qui permet d'étirer du côté gauche, où on a élevé la jambe, l'APL, et du côté droit, où on a laissé la jambe, le membre inférieur en position de référence, d'étirer la L. Ça marche très très bien. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de la M, le piriforme réagit parfaitement bien au trait coupant. Le coccygien préfère les ponçages. Le relâchement des tensions du muscle coccygien peut être associé à une dérotation du sacrum. Et on peut aussi utiliser des techniques faciales pour corriger un resserrement excessif de l'ischio droit. Voilà. Alors pour terminer, eh bien, nous avons mis au point ce que nous appelons des accordages myofaciaux, c'est-à-dire que nous prenons 2 chaînes voisines et nous donnons des messages, hein, en travaillant sur le muscle. On va d'abord dans la lésion et ensuite, quand on sent que ça se relâche, eh bien, on va dire à celui-là de partir dans cette direction-là qui est la sienne, idéal physiologiquement, et l'autre dans l'autre. C'est ce que nous appelons les accordages myofaciaux. Voilà, on va donc pouvoir maintenant analyser les résultats en comparant le calque de la première séance. En l'occurrence ici c'était le 21-03-2019, juste après le confinement, et ici après 3 séances, c'est-à-dire le 18-04-2019, puisque j'ai oublié de le préciser, mais nous travaillons rarement plus d'une séance par semaine et très très vite. Nous passons à une séance tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines et quelquefois bien plus. Voilà. Alors, voici les losanges en position debout tout au début, quoi, vous voyez. Ici, on avait 7 cm. Ici, on est à 7 cm et demi. Il y a 3 séances. On a gagné 1,5 cm. C'est quand même pas si mal. C'est le même opérateur. C'est moi qui ai pris les mesures, donc je suis à peu près sûr de mes mesures. On avait 1,6 cm de décalage. On n'en a plus que 0,5. Ça rentre dans quelque chose de plus physiologique. Et la hauteur qui était de 9 cm, hauteur qui est réduite quand il y a une nutation du sacrum, eh bien on est passé à 10 cm, ce qui n'est pas mal non plus. Voilà. En ce qui concerne la comparaison des trapèzes de pic, eh bien vous voyez qu'ici le décalage, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, était quand même assez important, autant pour les EIAS que pour les EIPS. Ici on a presque normalisé les EIAS et on n'est pas quand même si mal que ça au niveau des EIPS. Voilà. Ici, voici le test de sollicitation. Hein. Donc en bleu, c'est le report des premiers repères marqués sur la peau en debout qui étaient noirs au départ mais qui sont devenus bleus une fois que la peau était étirée, et des nouveaux en position de pencher en avant. Et on voit qu'ici, on avait un grand décalage qui pour nous signe une hypersollicitation sacro-iliaque, c'est-à-dire que l'iliaque reste en arrière et le sacrum va continuer avec la colonne vertébrale dans le penché en avant. Et bien ici, regardez, on voit que c'est quand même relativement normalisé, en gardant quand même une asymétrie. Mais ça, franchement, c'est très très rare. Il y a des gens qui sont symétriques, mais c'est quand même pas la majorité. Voilà. Alors on peut, si on a des doutes de la comparaison ici qu'on puisse en faire, et puis des conclusions qu'on puisse en tirer, étant donné qu'il y a eu un étirement de peau, eh bien on peut prendre le premier losange qu'on avait fait debout, qui est en noir, et le comparer avec la peau en bleu. Et on va voir que quelque part, au niveau des EIPS, regardez, c'est resté à peu près pareil, mais là, il y a eu un étirement de peau, évidemment, dans le sens de la colonne vertébrale, et ici, un étirement de peau dans le sens vers les membres inférieurs. C'est normal. Schaubert en avait parlé il y a très longtemps. On voit quand même qu'ici, la peau s'étire
un peu plus, puisqu'il y a plus de distance, et surtout en ce qui concerne L5. Et je ne l'ai pas précisé, mais qu'une PM, L5 a tendance à être en flexion postérieure par rapport à ce sacrum. Donc quelque part, la distance diminue, à la distance entre les EIPS, une ligne qui serait au milieu entre les deux, et le repère de la 5e lombaire. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on n'est plus du tout dans la même chose, mais on peut prendre le triangle noir du début et le comparer avec le losange rouge. Et là, force est de constater que c'est la largeur. Dans ce sens-là, on ne peut pas dire grand-chose. Ça s'est allongé, c'est normal. Mais quelque part, ici, ce qui peut être fiable, c'est de constater que la distance entre les deux EIPS, ici, sur le rouge, a diminué par rapport à ce qui se passe au niveau du noir. Et ça, c'est le signe que le sacrum a permis à l'iliaque de venir le recouvrir. Donc, quelque part, c'est pour cette raison que ça a fortement diminué. Et on voit qu'ici, après traitement, eh bien, ça s'est à peu près normalisé. Madame Streuf a considéré statistiquement, sur un grand nombre de cas, que 5 mm de rapprochement des deux côtés était une valeur tout à fait moyenne, tout à fait normale. Voilà. Alors, conclusion. Eh bien, pour conclure, avec ici quelques-unes de mes patientes et de mes patients, il n'y a qu'un patient. Voilà. Cet exposé n'a d'autre prétention que de proposer une autre piste de réflexion, à la fois sur les algies sacro-iliaques, mais aussi lombopelviennes, d'origine mécanique, bien sûr. Le blocage n'y est donc plus considéré comme une cause, mais la conséquence d'une hypersollicitation. La sacro-iliaque se bloque pour protéger ses ligaments, et c'est ce qui va générer la malposition au niveau de la colonne lombaire et les douleurs. Il y a bien d'autres terrains possibles, dont certains liés eux aussi à des déséquilibres dans le plan sagittal découlant de la dominance de certaines chaînes de tension myofaciale. On aurait pu développer, ça aurait pu être les chaînes PAP qui font un spondylolisthésis, etc., etc., etc. L'implication viscérale est aussi fréquente. Il convient donc de s'assurer qu'il y a bien rapport de cause à effet. Le nombre de gens qui souffrent de lumbago par un effet d'acidose, parce qu'ils sont en acidose généralisée dans leur corps et ils ont une hyper-excitabilité musculaire. Le nombre de gens qui présentent des lumbagos parce qu'ils ont des problèmes intestinaux avec des irritations. À droite, ce sera surtout le côlon ascendant, à gauche, ce sera surtout le côlon descendant, et là, c'est plutôt des colites, alors que de l'autre côté, ce sera des coliques spasmodiques. Tout ça, c'est à prendre en cause. La prise de conscience corporelle et le réapprentissage des gestes justes font aussi partie des outils employés. Nous ne nous contentons pas des séances individuelles où c'est le thérapeute qui fait pour le patient. Nous passons beaucoup de temps par la suite à faire une véritable réadaptation fonctionnelle en travaillant le réapprentissage du geste juste et à construire des images justes, des images du corps plus justes. Voilà, je vous remercie.